bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer un peu l'univers des moteurs de jeu JavaScript et TypeScript. On s'appuie sur une analyse assez récente, là, des options pour 2025. L'idée, c'est vraiment de donner un aperçu pour y voir plus clair, que ce soit juste par curiosité ou alors si on cherche un outil précis. Oui, c'est un domaine qui est très dynamique en fait. L'écosystème JavaScript-TypeScript est super large. On trouve de tout. Des moteurs très complets avec éditeurs intégrés, un peu comme les gros moteurs connus, mais aussi des frameworks plus souples ou juste des bibliothèques graphiques hyper spécialisées. Sans oublier bien sûr les outils pour les débutants ou même le sans-code. Peut-être juste pour clarifier vite fait, un moteur c'est souvent le package complet. Un framework, ça donne plutôt une structure et une bibliothèque, elle se concentre sur une tâche précise, genre l'affichage. D'accord. Alors, si on commence par la 3D, Play Canvas, ça revient souvent. L'éditeur tourne direct dans le navigateur, c'est ça? Exactement, C'est basé sur un moteur open source, mais l'éditeur lui-même, il y a une partie payante. c'est ça. Le moteur en lui-même est open source, mais l'éditeur web, qui est très pratique pour collaborer, a un modèle freemium avec des paliers commerciaux. Intéressant pour le travail en équipe. À côté, on a Babylon.js. C'est un framework là soutenu par Microsoft. Très très costaud, beaucoup de fonctionnalités. Il n'a pas encore son propre éditeur dédié, mais il s'intègre avec des outils comme Blender. Ah oui. Ça montre bien la maturité de la 3D sur le web maintenant. Franchement, la puissance qu'on a dans un simple navigateur, c'est assez bluffant. On a fait du chemin. Et l'analyse mentionne aussi Cocos Creator. Lui, il s'installe sur l'ordi, c'est pas web. Tout à fait. Cocos Creator, c'est une expérience plus proche de Unity, on va dire, mais en utilisant TypeScript ou JavaScript. Assez populaire en Asie, oui. D'accord. Et puis, impossible de parler de 3D Web sans parler de 3JS. Ah oui, l'incontournable. Exactement. Mais attention, ce n'est pas un moteur de jeu complet, avec éditeur et tout le tralala. C'est une bibliothèque graphique 3D, mais elle est juste fondamentale. Tellement d'autres projets sont bâtis dessus. Elle sert de base en quelque sorte. Voilà, ça donne une liberté énorme pour créer des expériences 3D vraiment sur mesure, ou même ses propres outils par-dessus. Et alors là, ça devient super intéressant. L'analyse parle de Godot.js. C'est une extension pour utiliser GS ou TS dans Godot Engine. Oui, Créer des ponts comme ça entre les écosystèmes, c'est assez révélateur, non? Qu'est-ce que ça implique concrètement? c'est très significatif, ouais. Ça veut dire qu'on ouvre potentiellement un moteur aussi complet et mature que Godot à toute la communauté des développeurs web. Des gens qui n'auraient peut-être pas fait le saut vers GDScript ou C#. Ça montre vraiment une tendance à l'interopérabilité, à faire communiquer les mondes. D'accord. Passons à la 2D. Là aussi, l'offre a l'air vaste. Phaser est souvent cité comme le leader. Très complet, et il a récupéré un éditeur qui était un projet tiers avant, c'est ça? Oui, exactement. Phaser est une référence historique, très solide, avec une communauté énorme. L'éditeur, Phaser Éditeur 2D, est maintenant bien intégré. Est-ce que le fait qu'il soit en JavaScript pur à la base, c'est encore un avantage, ou est-ce que des alternatives qui misent sur TypeScript dès le départ gagnent du terrain? C'est une bonne question. Phaser reste très pertinent, mais c'est vrai que la popularité de TypeScript fait émerger des alternatives comme Excalibur.js. Excalibur.js a été conçu dès le départ avec TypeScript en tête. Ça peut séduire pour des gros projets où la robustesse du typage est en plus. Donc, une option TypeScript first. Voilà. Mais ce qui frappe surtout un 2D, c'est la variété des approches. On a des outils comme JDevelop ou Construct3. Ah oui, plus visuel cela. Exactement. Ils mettent l'accent sur le sans-code, le développement visuel. Mais, et c'est important, ils permettent quand même d'étendre les possibilités avec du JavaScript si on atteint les limites du visuel. Ça démocratise vraiment la création de jeux. Ça la rend plus accessible. Et pour les grands débutants alors? Pour ceux qui commencent vraiment de zéro? L'analyse pointe quelques pistes intéressantes. Il y a MicroStudio, par exemple. C'est une plateforme assez sympa qui supporte JS, mais aussi Python, Lua et même un langage simplifié maison. Hmm. Ou alors Microsoft Make Code Arcade, très orienté éducation, avec un système de blocs visuels un peu comme Scratch. Mais le truc génial, c'est qu'on peut voir le code JavaScript correspondant derrière les blocs. C'est parfait pour apprendre, pour faire le lien. C'est une bonne transition, ouais. Et puis, il faut absolument mentionner Pixie.js. C'est un peu le 3JS de la 2D. D'accord, la bibliothèque de rendu de référence. Exactement. C'est une bibliothèque de rendu 2D hyper performante, optimisée pour WebGL. D'ailleurs, Phaser l'utilise sous le capot. C'est l'existence de ces briques de base super solides, que ce soit Pixie.js pour le rendu ou des bibliothèques de physique comme Matter.js ou Amo.js, qui soutient vraiment tout cet écosystème JSTS pour le jeu. Bon, alors si on essaye de résumer un peu tout ça,
L'univers JavaScript, TypeScript pour faire des jeux en 2025, c'est riche, quoi. Très varié. C'est exactement ça. C'est riche, c'est varié. Il y a des solutions pour quasiment tous les scénarios. Que l'on cherche un moteur complet clé en main avec son éditeur, un framework flexible qu'on assemble soi-même, un outil visuel pour démarrer sans une ligne de code ou des bibliothèques très pointues pour construire du sur-mesure, les options existent. Le choix final, il va dépendre beaucoup du projet, de la taille de l'équipe, de l'expérience et de la philosophie de développement qu'on préfère. On trouve chaussure à son pied, quel que soit le niveau ou l'ambition, du no-code jusqu'au développement très avancé. Tout à fait, l'éventail est vraiment large. C'est en une richesse d'options assez impressionnante quand même. Absolument. Et ça soulève une réflexion intéressante, peut-être pour finir. Avec ces outils web qui deviennent si puissants, si complets, capables de gérer des expériences interactives vraiment complexes, où est-ce qu'on situe la frontière aujourd'hui entre le développement d'une application web, disons, riche, et la création d'un jeu vidéo? Bonne question. C'est une zone qui devient de plus en plus floue et ça pourrait bien influencer les choix technologiques qu'on fera demain. Une piste à méditer.